Lorsque vous regardez un film adapté d'un livre que vous n'avez pas lu, vous avez tendance à ne vous poser aucune question. Mais lorsqu'un film ou une série s'attaque à un roman que vous appréciez tout particulièrement, vous allez vous rendre compte que chaque détail a son importance. Et malheureusement, on constate que les détails passent souvent à la trappe par manque de respect, par paresse ou même par idéologie. Salut à tous, c'est Vin sur Plottime, et oui, je sais, la miniature est provocatrice. En vérité, le contenu n'est pas aussi caricatural que vous l'imaginez, que mes détracteurs l'imaginent, parce que forcément ces gens-là ne vont pas cliquer sur la vidéo. Mais franchement, ils le devraient parce que vous verrez que le contenu est beaucoup plus soutenu et mesuré qu'il n'y paraît. Je pense que vous avez à peu près compris le thème de la vidéo rien qu'à introduction. Je constate ces derniers temps qu'on a pris l'habitude de regarder des films ou des séries qui prennent de plus en plus de liberté par rapport au physique des personnages qu'ils sont censés adapter. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ce manque de respect est problématique dans le cœur de la narration d'une adaptation. Beaucoup pensent que ce n'est pas important, on lit un livre donc on ne voit pas les images, donc libre au créateur de faire un petit peu ce qu'il veut en l'adaptant au format cinéma ou encore série. Eh bien c'est faux. C'est faux pour de nombreuses raisons que je vais aborder aujourd'hui. Une fois encore, nous avons du temps devant nous, donc prenons 2 minutes pour parler de CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Comme je vous le dis souvent, un VPN est un réseau privé virtuel qui vous permet de vous connecter de manière sécurisée sur votre ordinateur ou sur votre téléphone à un serveur distant. Vous allez en quelque sorte pouvoir vous rendre invisible sur internet en masquant votre adresse IP, en la géolocalisant ailleurs. Que ce soit chez vous ou sur un réseau public, vous pouvez surfer anonymement en toute sécurité. Ce faisant, CyberGhost va vous faire redécouvrir internet, en nous permettant par exemple d'avoir accès à des contenus bloqués en France, comme un catalogue supplémentaire sur 40 services de streaming, tels Netflix, Hulu, Prime Video et bien d'autres. Car certains services américains sortent des films seulement quelques mois après la sortie officielle. Et avec l'onglet pour le streaming, CyberGhost vous indique directement les serveurs étrangers sur lesquels vous rendre pour une plateforme de streaming en question. J'ajoute également qu'il peut vous servir de bloqueur de sites dangereux, de trackers et de publicité. Actuellement, CyberGhost VPN compte plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, avec un Trustpilot à plus de 4 étoiles. Et il fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation. Apple, Android, Windows, Smart TV et même les consoles de jeux sur 7 appareils différents, de façon à faire profiter vos proches. En utilisant le lien en description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,3 € par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Le tout avec une garantie de 45 jours, satisfait ou remboursé avec un support disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Pour aller plus loin dans les sujets que j'aborde, je vais forcément devoir utiliser des exemples. Et le premier qui vient en tête, c'est celui d'Harry Potter. Les lecteurs d'Harry Potter savent qu'énormément de détails ont été changés concernant les premiers films, malgré le fait que les premiers films soient les plus fidèles. Prenons en compte les détails physiques qui ont été modifiés. Si ça a été le cas, c'est parce qu'un récit lié à cette apparence a simplement été retiré du film. Un exemple que j'ai en tête, c'est le cas des dents d'Hermione. Normalement, dans le livre, Hermione Granger est représentée avec des grandes dents, et c'est bien plus tard qu'elle permet d'avoir des dents normales grâce à un sortilège, en tout cas si mes souvenirs sont bons, mais comme vous avez pu le remarquer, ce n'est absolument pas le cas dans le tout premier film. Mais sachez pour anecdote qu'Emma Watson devait d'ailleurs porter une prothèse de dents, mais ce fut annulé puisque l'actrice n'arrivait purement et simplement pas à parler avec. Ce faisant, le contexte posé autour du sort qu'elle reçoit pour obtenir de belles dents a totalement été retiré. La question reste en suspens, est-ce que c'est grave ? Eh bien non, ce n'est pas grave, car ce récit n'a en fait aucun impact sur la trame principale de l'histoire. En revanche, certains éléments du livre doivent absolument être conservés, d'une part pour la cohérence et d'une autre pour aider le public à s'y retrouver. Et ce qui me vient en tête, c'est l'utilisation qu'on fait du code couleur. Les couleurs dans les films et les séries ne sont pas juste là pour faire joli. Elles ont très souvent une réelle signification. Je pourrais citer pour exemple la rousseur des Weasley et la blondeur des Malfoy, qui n'ont évidemment pas été posées là pour l'esthétisme. Déjà, ce concept sert d'identité visuelle qui démarque la saga littéraire. La rousseur signifiant la chaleur et la renaissance, tout comme la couleur du phénix. Et c'est d'ailleurs ici qu'Harry retrouvera l'équivalent d'une famille qu'il avait perdue par le passé, jusqu'à
jusqu'à se marier plus tard avec Ginny, symbole de renaissance, car il a cette volonté de recréer cette famille qu'il avait perdue par le passé, et de faire en sorte que le trauma qu'il avait vécu ne se reproduise plus avec ses enfants. La boucle est donc bouclée lorsqu'on se souvient que même la maman d'Harry Potter possédait elle aussi des cheveux roux, tandis que la blondeur des Malfoy est plus là pour représenter la pureté immaculée, pour symboliser leur obsession du sang pur. On remarquera également que les deux familles, Weasley et Malfoy, font régulièrement face quand il s'agit de remettre sur la table le débat autour du sang pur. Personne ne t'a demandé ton avis. Espèce de sang de bourbe. Tu vas le payer cher, Malfoy! Même si ça n'a pas d'impact direct sur le scénario, ça permet au public de ne jamais se perdre parmi les nombreux personnages. C'est donc une fonction importante, si ce n'est très importante. Comme quoi, les couleurs ont également leur importance au sein de l'écriture. Retirer tout ça, c'est un petit peu comme retirer les lunettes d'Harry Potter. En effet, ces lunettes ne servent pas à faire joli. Elles servent au contraire à créer un handicap dans son aventure pour rendre le personnage plus vulnérable qu'il en a l'air, et donner un lien physique avec son père qui lui aussi portait des lunettes. Ce que je vous ai donné, c'est juste un fragment de ce qu'est Harry Potter. Il y a des tonnes de choses à dire, à analyser sur cette saga. Franchement, ça me ferait plaisir d'en parler. Là, ce n'est pas le sujet, donc je suis obligé d'aborder d'autres exemples. Et les suivants que j'ai eu en tête, c'est le cas autour de Game of Thrones, notamment celui des Valyriens. L'apparence des Valyriens dans l'univers de Game of Thrones vous est forcément familier, en tout cas si vous connaissez la série, et j'espère vraiment que vous la connaissez, surtout si vous me suivez, parce que voilà, j'en suis très fan. On les reconnaît avec des cheveux blonds, or argent, avec un teint de peau pâle, et des yeux bleus, voire violets dans le livre normalement. Et jusqu'ici, parmi les différentes séries, nous avons la maison Targaryen et la maison Velaryon qui ont été mises en avant. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, savent que j'ai déjà abordé la polémique autour de la couleur de peau noire de la maison Velaryon, qui n'est évidemment pas mentionnée dans le livre. Et bien que l'auteur J.R.R. Martin approuve cela, et va même jusqu'à dire que l'idée lui était passée par la tête de créer une maison Velaryon à la peau noire, ça reste invraisemblable dans la généalogie de l'histoire. Premièrement, et ça je vous l'explique au début, les Velaryon sont issus du sang valyrien, connus justement pour leur peau pâle et leurs cheveux platine. Et deuxièmement, l'argument qu'on utilise souvent pour justifier cette couleur de peau, c'est le fait que cette maison est connue pour voyager, être partie les premiers, et être beaucoup moins consanguins que les Targaryens. C'est un petit peu les moutons noirs des Valyriens. Voilà, c'est sans mauvais jeu de mots évidemment. Donc c'est un argument qui se tient, mais de mon côté, j'ajoute que je ne sais pas trop par quel procédé miracle les Velaryon ont pu changer autant physiquement tout en conservant leurs cheveux platine, alors qu'ils n'ont plus l'air d'avoir grand chose de valyrien à cette étape dans cette série. Ce qui, selon moi, contredit complètement le caprice de Vaemond dans la série House of the Dragon, mécontent de voir son sang usurpé par des bâtards. Bastards! Moi j'ai vraiment envie de lui dire, mais mec, j'espère au moins que tu t'es énervé contre tes grands-parents, hein. Et il serait peut-être temps là, hein. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas possible. On peut s'imaginer par exemple que les cheveux blonds, platine, c'est un petit peu la marque du sang ancien qui ne s'efface jamais. Ok, pourquoi pas. En revanche, je dis juste que par rapport au contexte de l'univers qui a été créé, c'est très peu probable. Étant donné que le peuple noir vient principalement des îles d'été dans l'univers de Game of Thrones, et que la maison Velaryon s'est mélangée avec un peu de tout, et notamment des maisons du Nord. Je ne comprends donc pas comment c'est possible de garder cette apparence aussi longtemps sur le règne d'une maison avec différentes alliances. Le principe des alliances à l'époque du Moyen-Âge était justement de se mélanger avec les autres pour assurer une sorte de paix. C'est exactement ce qui est d'ailleurs montré dans cette série, et d'ailleurs très rapidement le métissage a lieu, et la série ne fait que nous montrer un fragment de ce qu'est l'univers. C'est pour ça, c'est vraiment... En fait, il faudrait vraiment que l'univers tout entier soit peuplé de Valyriens noirs pour qu'ils puissent sur long terme garder une apparence noire, parce que en fait la dynastie tout entière présentée est noire et métisse. Enfin, je pense que vous m'avez compris. La seule chose par rapport à ça que j'ai apprécié vraiment dans la série House of the Dragon, et ça j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est le fait qu'il se soit servi de cette apparence d'une part pour rendre l'histoire cohérente avec les naissances autour de la bâtardise des enfants de Rhaenyra, mais aussi pour le fait que les couleurs de peau vont permettre au public de ne jamais confondre les Velaryon et les Targaryens. Chose qui aurait été, selon moi, inévitable dans un contexte proche du livre. Donc c'est un mal pour un bien, et j'ai rapidement compris que les scénaristes maîtrisaient très bien leur sujet. Pour rester sur le thème de Game of Thrones, l'autre exemple que j'aimerais citer, c'est celui des marcheurs blancs. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que dans les livres, les marcheurs blancs ne sont pas censés être décrits comme dans la série. Dans la série, ce sont des zombies. Or, dans les livres, ils ne sont pas censés être aussi effrayants et ont pour but de représenter la nature qui reprend le dessus sur les hommes. Or, leur apparence démoniaque dans la série renforce le manichéisme qui les range automatiquement dans la case des méchants, notamment avec le Roi de la Nuit qui a un design littéralement calqué sur Dark Maul. Comment tu veux faire plus méchant que ça? Il y a jadis une théorie que j'appréciais énormément avant que la série ne s'arrête, visant à expliquer que les marcheurs blancs étaient en fait les anciennes victimes des hommes qui les auraient enfermés derrière le mur. Cette
théories étaient si profondes et logiques qu'on aurait pu s'imaginer que la fin de la série changerait totalement la face de Westeros. Une sorte de fin douce amère, et j'avais découvert cette théorie avec le fameux 5 théories de Didi Chandoudoui que vraiment j'adorais, mais vraiment cette analyse me mettait des paillettes dans les yeux. Je trouvais ça incroyable, j'avais hâte de voir ça. Malheureusement, les choses se sont passées différemment. En effet, n'ayant pas eu accès au dernier livre, toujours inexistant à ce jour d'ailleurs, les scénaristes se sont retrouvés bloqués à la fin de la série, avec le manichéisme des marchands blancs qu'ils ont eux-mêmes créé rien qu'à leur apparence physique. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec ces dernières saisons, qui se finit en queue de poisson, qui ne savaient pas trop comment se terminer. Et croyez-moi, on en reparlera plus longuement dans une autre vidéo. Parce que oui, tout comme Harry Potter, Game of Thrones, il y a une infinité de choses à dire dessus, c'est incroyable, et il me tarde de vous en parler. Et avant de passer au plus gros exemple de cette vidéo, qui a d'ailleurs créé cette miniature putaclic, j'aimerais citer un autre petit exemple qui pour moi a son importance, le film Avatar, le dernier maître de l'air. Le film de 2010, évidemment, qui pour moi est une catastrophe, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, et là, attention, on ne parle pas d'un film adapté d'un livre, mais bien d'un film adapté d'une série animée. Mais sachez que ce que j'explique s'applique à n'importe quel type d'adaptation. L'exemple dont je voulais vous parler est le cas de Zuko. Zuko, bon déjà, le peuple de la Nation du Feu est représenté par des acteurs indiens, ok, pourquoi pas, même si pour moi ça me paraissait évident que la Nation du Feu s'inspirait plutôt du Japon féodal. Mais le plus grave pour moi c'est le fait que Zuko ait des cheveux. Ça pour moi c'est un manque cruel de respect envers l'univers, un manque cruel de connaissances autour de ce qu'est vraiment Avatar, puisque le Zuko chauve au début de la série est censé représenter la version sombre de Zuko qui tente de reconquérir la confiance de son père en se mettant en quête de l'Avatar. Ce n'est que lorsqu'il prend conscience de la dangerosité de son père qu'il finit par abandonner complètement ça et se laisser pousser les cheveux, un petit peu comme une renaissance. Il se crée un nouveau physique, or dans ce film, il possède ce look dès le début, ce qui n'a absolument, mais vraiment absolument aucun sens. Non, on ne se fiche pas de l'apparence juste parce que ce sont des cheveux. Les détails ont souvent leur importance dans la signification de l'histoire au sein de l'écriture. Et nous arrivons enfin au plus gros morceau de cette vidéo, ce qui m'a d'ailleurs donné l'idée de créer cette vidéo, le cas de la série Witcher et le non-respect total de Netflix. J'en ai déjà parlé dans des tas de vidéos, mais pour moi, la série The Witcher est une catastrophe en termes de casting, à croire qu'ils ont fait l'inverse de ce qu'ils auraient dû faire. J'ignore s'ils ont fait ça pour provoquer ou juste pour donner des rôles différents à leurs amis proches. Si vous avez besoin d'un aperçu à quoi devraient ressembler les personnages des livres The Witcher, jouez au jeu. Vraiment, jouez au jeu, ne vous posez pas de questions. Les character designers se sont basés sur toutes les caractéristiques physiques possibles. Et c'est tellement du bon travail que lorsque je lis les livres, j'ai automatiquement l'image des personnages des jeux dans ma tête, et non de la série. Par exemple, récemment, on a vu que Laurence Fishburne a été choisie pour interpréter Régis. Ça n'a évidemment aucun sens. Et les gens qui crient au racisme lorsqu'on s'oppose à ce genre de choix ont très bien compris d'où venait le problème. Ils sont juste de très mauvaise foi et ils ne cherchent qu'à créer tristement un combat pour donner du piquant à leur triste vie sur internet. Le vrai problème, c'est que Laurence Fishburne n'a rien qui se rapproche des traits de caractère physique du personnage de Régis. Mais vraiment, rien. Il est trop vieux, trop gras, trop fatigué, tandis que Régis est censé être souple, fit, agile. Ça fait longtemps que Laurence Fishburne n'a pas été aussi actif que dans Matrix, voilà, c'est très vieux. Et comble de tout, il a les dents du bonheur. À quel moment tu choisis Laurence Fishburne pour jouer un vampire? Non mais franchement, la vérité, c'est que cet acteur a été choisi principalement parce qu'il est connu et en fin de carrière. Donc il n'est plus autant demandé et aussi cher qu'avant. C'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les séries. C'est de façon facile de caster un acteur connu pour attirer du monde dans un rôle choisi au hasard. Parce que c'est clairement ça, Netflix avait lui sous la botte, donc ils lui ont donné un rôle au hasard. Il n'y a évidemment jamais eu de casting. Voilà, il n'y a pas eu de direction de casting. Contrairement à la série Game of Thrones est très connu comme série pour avoir fait des castings très sévères. D'ailleurs, on voit même des extraits de casting, c'était assez amusant sur YouTube. Et quand tu vois le résultat, mais c'est frappant. Et vraiment, quel que soit l'acteur, quelle que soit l'origine ethnique, et vraiment, les acteurs ont une gueule. Ils ont tous une gueule qui fait rustique, Moyen-Âge. L'actrice qui interprète Rhaenyra, mais vous avez vu un petit peu le visage, l'expression. Tous les acteurs de la série The Witcher sont mal choisis, y compris Henry Cavill. Et pourtant, j'adore Henry Cavill.
Ça j'en ai déjà parlé, mais Gérald de Rive est censé être un sorceleur. Qu'est-ce qu'un sorceleur si c'était une créature qui compte ses sous pour manger? Gérald de Rive est très musclé certes, mais aussi très sec. Or, Henry Cavill ressemble à un rugbyman dopé, très gras, bien que j'ai continué paradoxalement la série, principalement pour lui. Parce que même si physiquement il ne le ressemble pas, franchement, en termes de jeu d'acteur, il y a vraiment quelque chose. Mais maintenant qu'il est parti, franchement, c'est beaucoup plus compliqué. L'apparence physique de Gérald de Rive dans la série n'est pas cohérente, mais pas au point d'avoir un impact réel sur le scénario principal. Et c'est là qu'on arrive au problème que je voulais aborder dans cette vidéo, le cas de Fringilla Vigo. Quand la série est sortie, le choix d'actrice pour ce personnage a fait grand bruit. D'autant plus que son rôle n'est pas aussi important aussi tôt dans l'histoire. Le cas de Fringilla est primordial car son manque de respect du physique va littéralement bloquer l'histoire principale sur le long terme. Pourquoi l'apparence de Fringilla Vigo va bloquer la série The Witcher sur Netflix? Fringilla Vigo est une magicienne nilfgaardienne. Elle fait également partie de la loge des magiciennes. Elle a de courts cheveux noirs et de grands yeux verts. Et surtout, elle est censée être très séduisante. L'actrice Mimi Ndiweni, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, ne représente rien de tout ça. Alors pour ce qui est des critères de beauté, je sais bien que les goûts et les couleurs entrent en jeu, mais je veux dire, ce n'est carrément pas elle qu'on choisira pour concurrencer par exemple Zoé Saldana. Et j'ai fait exprès de prendre pour exemple une autre actrice de couleur pour montrer que ce n'est absolument pas ça le problème. Mais pour aller plus loin dans mon propos, et là je vais devoir spoiler un morceau du dernier livre de The Witcher, alors d'une façon ou d'une autre la série ne pourra pas adapter ce morceau. Voilà, donc là, si vous n'avez pas prévu de lire le livre, vous ne connaîtrez jamais l'histoire. C'est dans le dernier livre de Sorceleur que Gérald fait la rencontre de Fringilla à Toussaint. Donc pour ceux qui se souviennent, Toussaint, c'est le pays qu'on visite dans le DLC Blood and Wine de The Witcher 3. Fringilla a pour mission de séduire secrètement Gérald sous l'accord de la loge, de façon à le garder le plus longtemps possible à Toussaint. Et ce, le temps que la loge mette la main sur Vilgefortz et Ciri avant Gérald. Et Vilgefortz, c'est le méchant principal de l'histoire. C'est pour ça que c'est hyper important. Mais vraiment, c'est très important. C'est quelque chose qui ne doit pas être raté. Donc tout l'enjeu de l'histoire va se jouer sur le jeu de séduction entre Gérald et Fringilla. Et c'est là qu'on arrive au plus croustillant. À votre avis, qu'est-ce qui séduit le plus Gérald chez Fringilla? Évidemment, il s'agit de la ressemblance avec Yennefer, dont Gérald est amoureux par les liens magiques du djinn qu'on voit pourtant dans la même série. Ce lien est montré dans la même série, donc c'est quelque chose censé être pris en compte. Dans le livre, après un rapport sexuel, ça lui arrivait même de l'appeler accidentellement Yennefer, et de la confondre physiquement. Et d'ailleurs, je me souviens en lisant le livre, je trouvais ça presque mignon. Le problème, et là je pense que vous me voyez déjà venir, c'est que dans la série, Yennefer ressemble à ça, et Fringilla ressemble à ça. La seule explication que j'ai trouvée pour justifier cette erreur, c'est le fait que la showrunneuse n'a pas lu les livres. Elle aura beau dire l'inverse, évidemment, pour rassurer les fans, pour faire vendre la série. Mais moi, je suis sûr qu'elle n'est jamais allée jusqu'au bout de la saga littéraire lorsqu'on lui a proposé ce projet. Mais vu que cette série passe son temps à prendre des décisions idiotes qui bloquent la suite de l'histoire, comme le fait de décapiter Rience, qui est un personnage primordial également pour la suite, parce que oui, le cas de Fringilla n'est pas la seule dinguerie qui bloque l'histoire. J'imagine qu'ils trouveront le moyen de retomber sur leurs pattes en écrivant n'importe quoi. Mais c'est con, car le simple changement de physique de Fringilla lui a retiré toute son essence, comme la quasi-intégralité des personnages de cette série. Donc c'est bien beau de crier au racisme lorsque quelqu'un remet en question la couleur de peau au sein d'une fiction, mais il faut parfois faire preuve d'intelligence et de sagesse, de recul, quand on parle de ce genre de sujet, et encore plus quand on parle d'univers cohérent concernant la fantasy. Vous comprenez maintenant pourquoi le respect d'un physique est aussi important dans une adaptation. Ce n'est pas parce qu'il n'y a que des phrases et qu'on ne voit pas physiquement les images que ça n'a pas d'importance lorsqu'on le transpose sur un support visuel. Donc avant de vous enflammer lorsque quelqu'un s'offusque par rapport au choix d'un acteur, essayez au moins de comprendre d'où vient cette colère, avant de tout résumer bêtement à la discrimination. Sur ces belles paroles, si vous avez d'autres exemples de ce genre, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, évidemment, je les lirai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire si ce genre de sujet vous plaît, ça me donnerait l'occasion de créer d'autres vidéos de ce genre. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description et en commentaire épinglé pour bénéficier de 4 mois offerts et de 83% de réduction sur CyberGhost VPN, protéger votre vie privée, débloquer des contenus exclusifs et faire des économies. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Avant de nous quitter, n'oubliez pas que mon Patreon est disponible en lien en description pour tous ceux qui souhaitent écouter mon podcast audio. Ou alors, si vous n'avez pas les moyens de me soutenir financièrement, n'oubliez pas que le bouton s'abonner existe et lui, il est gratuit. Sur ce, on se laisse ici, je vous dis alors ciao et à la prochaine.